Ça, c'est l'huître de l'Est. C'est l'espèce d'huître qu'on mange ici, la Crassostrea virginica. C'est un animal vivant. Dans le fond, ici, on trouve le muscle adducteur. C'est le muscle que l'huître se sert pour ouvrir puis fermer sa coquille. Tout le long ici, on a les branchies. C'est ça qu'elle fait pour pomper l'eau puis s'alimenter. Puis dans le fond, ici, on a les organes internes, l'estomac puis tout le reste. L'entreprise a été démarrée en 1972 par mon grand-père puis 2 de ses amis. C'était vraiment dans les débuts de l'aquaculture des huîtres. Avant ça, c'était vraiment une pêche artisanale ou un élevage sur le fond. On jette les huîtres sur le fond, on attend qu'ils grossissent puis on les ramasse au râteau avec les mêmes techniques que la pêche. Début des années 2000, la culture des huîtres, de façon moderne, a pu être pratiquée. L'huître, dans le fond, elle s'alimente principalement de phytoplancton, qui sont des algues. C'est des petites plantes unicellulaires. Comme ça, c'est des petites cellules de plantes qui sont en suspension dans l'eau salée. Contrairement à l'été, où les huîtres peuvent s'alimenter du phytoplancton naturel, ici, il faut vraiment qu'on fait pousser toute la nourriture pour les larves. Chaque flacon a une espèce d'algue différente. C'est toutes des types d'algues qu'on va faire, qu'on va servir en aquaculture. Comme ça, nous autres, on doit produire des milliers puis des milliers de litres de culture concentrée d'algues pour pouvoir subvenir aux besoins de nos huîtres dans l'écloserie. Avec notre écloserie, qui est la plus grosse écloserie commerciale dans l'Est du Canada, on approvisionne non seulement notre ferme, mais aussi des dizaines d'autres fermes partout dans le Canada atlantique. De l'écloserie, quand ils sortent, ils vont avoir une taille d'à peu près 1 à 2 mm. Ces huîtres-là vont aller dans des nurseries. Comme ça, ici, on est à l'entrée de la nurserie. L'eau de l'étang, elle est pompée dans ces bassins en ciment-là. Oui. Puis après ça, elle fait un passage juste par gravité dans chaque bassin où on trouve nos paniers de naissants. Ça, c'est des petites huîtres qui sont sorties de l'écloserie au printemps, qui passent leur premier été ici. Quand l'eau passe à travers des paniers, les huîtres vont filtrer le phytoplancton, la nourriture qui se trouve là. Après ça, l'eau, elle sort des paniers, elle retourne dans l'étang, puis la boucle qui se fait de façon continue. Comme ça, en quelque sorte, ici, on a une petite usine à filtration. Quand on les commence, ils ont une taille à peu près 1 ou 2 mm. C'est vraiment une petite poussière, ça ressemble à du sable. Puis là, maintenant, on est vers la fin de l'automne. La plupart sont à peu près 1 cm, qui est une taille qui peut rentrer dans des poches flottantes. Avant de les mettre en poche, on va les tamiser. En fait, c'est un travail continu dans la nurserie de nettoyer les huîtres, puis les trier pour les garder dans des lots de taille uniformes pour favoriser une croissance égale puis une belle forme. Tout ce qu'on peut leur donner pour leur donner un bon départ. On a 360 paniers là-dedans, puis on a une capacité d'à peu près 35 millions de bébés huîtres, de naissants ici-dedans. 35 millions dans tous ces paniers-là? Oui. Et dans un panier comme celui-ci, il y a combien de... Là, il y en a à peu près 40 000. Ça fait 10 ans qu'on est en train de sélectionner les huîtres les plus performantes pour arriver à faire une souche d'huîtres qui est plus propice à la culture.
nous autres, dans notre secteur, on est quand même chanceux qu'on n'a pas beaucoup de prédation. Sur le fond, comment les huîtres étaient élevées auparavant, là, tu avais beaucoup plus de danger de prédation des étoiles de mer, des crabes, d'autres organismes ou des pestes. Mais avec l'élevage qu'on fait en suspension dans des petites cages, dans le fond, les huîtres sont à l'abri des prédateurs. Puis avec le séchage au soleil, on va aussi éliminer quasiment toutes les salissures qui peuvent se trouver sur la surface ou des parasites qui peuvent affecter la coquille de l'huître. C'est ça, il y a une ligne qui suit le long, puis les poches sont attachées à des intervalles réguliers. La poche, elle est suspendue entre deux eaux. Comme ça, elle n'est pas sur le fond, mais elle n'est pas en flottaison non plus. Comme ça, ici, les huîtres peuvent finalement filtrer puis se nettoyer. La saison haute, qui est notre saison de production estivale, là, on est à peu près une vingtaine de personnes. L'hiver, on est quand même occupé. On a la récolte sur la glace. On a aussi on continue à empaqueter des huîtres pour la vente, puis on a aussi l'écloserie. Mais là, on tombe à peu près une douzaine de personnes. Ça fait 50 ans qu'on est en opération. Là. Comme ça, le savoir-faire, puis aussi l'équipement, puis les investissements qui ont été faits cumulés à long terme. Là. Mais on parle de quand même plusieurs millions de dollars là, qui vont dans l'élaboration d'une ferme comme la nôtre. On va la calibrer. Elle va séparer les huîtres en catégories de taille et de forme. Comme ça, il y a vraiment une caméra qui va prendre une photo de chaque huître. Là, dépendant de sa longueur et de sa forme, elle va l'envoyer dans les différents postes de tri. Ça serait une huître qui aurait passé au travers de la chaîne. Elle est un petit peu petite et un petit peu étroite. Cette huître-là, elle est un petit peu plus longue, un petit peu plus large. Il y a plus de chair dedans, dans le fond. Ça devient ça, c'est un produit qu'on va vendre. Celle-là, on va la remettre à l'eau. On a la cocktail ici, 2,5 pouces. Puis ici, c'est la choix, une huître de 3 pouces. Dans la nature, une huître, pour atteindre cette taille-là, ça prend à peu près 7 ans. Maintenant, en aquaculture, on en fait dans 4, 3 à 4. La baie de Saint-Simon, en fait, c'est une baie qui a été reconnue depuis longtemps pour la qualité de ses huîtres. On parle jusque dans les années 1800, il y a des écrits sur les huîtres, puis particulièrement sur la qualité des huîtres de la Saint-Simon. Ils ont été décrits par le sénateur Pascal Poirier, je pense dans les années 1700, je ne me rappelle pas de la date exactement, mais il les a décrits comme un peu la truffe de la mer. Dans la baie Saint-Simon, on a un apport d'eau salée qui provient de la baie des Chaleurs. Puis aussi, dans le golfe du Saint-Laurent, on a un peu les deux inputs. Puis on a aussi de l'eau douce qui provient de la rivière Saint-Simon, puis aussi des tourbières avoisinantes. Comme ça, on va vraiment faire on a un mélange qui est assez dynamique d'eau. Généralement, la salinité est moyenne. J'aime faire l'analogie avec le vin dans le sens que le même cépage produit dans différentes régions va créer un vin qui est complètement différent. Le Cabernet Sauvignon de France ou de Nouvelle-Zélande, ça se compare pas. C'est exactement la même chose avec les huîtres. Tu peux prendre la même espèce d'huître, même des huîtres qui sortent de notre nurserie. Si tu vas les placer à l'île du Prince-Édouard ou si tu vas les placer ici dans la baie Saint-Simon, ils vont prendre vraiment le goût de la place. Puis ça, c'est vraiment tous les facteurs qui font en sorte qu'un huître a un goût particulier. Donc, on peut parler de l'eau, bien sûr, et qu'est-ce que l'huître va manger. La salinité qui varie selon l'année.
Aussi, l'huître elle-même, elle a un cycle vital, comme ça, dépendant de si elle se conditionne pour la ponte ou si elle va s'engraisser pour l'hiver. L'huître elle-même change pendant l'année. Puis après ça, finalement, toutes les manipulations qu'on va faire vont affecter le goût de l'huître, dans le sens que ça pourrait créer un muscle qui est plus ou moins gros, plus ou moins fort, une coquille qui est plus ou moins profonde, donc la quantité de chair puis le ratio des différents morceaux va être différent. Puis tout ça va changer va affecter le goût de l'huître. Ce parc ici, c'est pas pour la croissance des huîtres, c'est strictement un parc qui sert à la dépuration. C'est l'étape finale avant la récolte. Les huîtres, donc, ont été classifiées avec la calibreuse. Ils sont prêts à vendre en termes de taille. Mais là, on les laisse ici sous l'eau pendant une période de à peu près 1 mois. Ça les donne le temps vraiment de se laver, de filtrer, puis se purger de toute forme de contaminants qu'ils pourraient avoir. Les huîtres sont toutes tractées individuellement avec la coquille creuse par en bas. Ça leur permet de garder leur eau puis avoir une durée de vie un petit peu plus longue. Puis ça fait un petit peu plus propre que juste toutes les mettre dans un sac un petit peu n'importe comment. Puis en même temps qu'elle les met dans la boîte, elle va les compter. Généralement, c'est des caisses de sang qu'on fait. On va faire certainement plus que 25 000 boîtes d'huîtres de même par année. Le particulier va payer à peu près 75 $ pour une boîte. Ça donne 75 cents de l'huître. Par le temps qu'elle se rend, mettons, au bar à d'huîtres à la fin, ça va être plus proche de 3 $. Nos clients pour les huîtres comestibles, c'est principalement en Amérique du Nord. On est essentiellement partout dans les grands centres de consommation, de San Francisco à New York, à Toronto, à Montréal, un peu partout. L'huître, optimalement, pour sa saveur, elle est meilleure dans les 2 semaines suivant l'empaquetage. Chaque fois que vous achetez une boîte d'huîtres, il devrait toujours avoir le billet et la date d'empaquetage de disponible. De l'œuf à l'assiette, si tu veux, ça prend un minimum de 2 ans. Ça, c'est pour des huîtres qui ont poussé très vite. Puis la moyenne, c'est plutôt en 3 à 4 ans. Bien, je pense qu'on parle vraiment d'une industrie ostréicole. Avant ça, on parlait vraiment d'un secteur plutôt un passe-temps. Là, vraiment, on parle d'une industrie bien établie. Ça prend de la main-d'œuvre, ça prend de l'équipement, ça prend des usines de transformation, ça prend des producteurs de semences. On a vraiment tout développé tout autour de ça. On a une industrie, je pense, qui est complète. Présentement, il y a un petit peu plus qu'une centaine d'entreprises qui œuvrent dans le domaine, probablement environ 600 employés. Puis ça c'est directement dans la culture, mais tu as aussi beaucoup d'entreprises connexes, soit dans la fabrication d'équipements, des services à l'industrie, le matériel, les ventes. Mais mondialement, le plus gros producteur d'huîtres, c'est la Chine. Là, à lui seul, ce pays-là représente plus que 80 % de la production mondiale d'huîtres. Ouais. Puis après ça, tu as d'autres pays très importants, bien, c'est les autres pays asiatiques, la Corée, le Japon. Après ça, tu vas trouver les pays européens, la France, qui est le gros producteur en Europe. La demande est tellement forte pour des huîtres, on n'arrivera jamais au Nouveau-Brunswick à produire assez d'huîtres pour fournir la demande de l'Amérique du Nord. Ma plus grosse inquiétude à court terme ou à moyen terme, ce serait l'introduction d'une maladie qui se trouverait, mettons, plus au sud, comme qu'ils ont aux États-Unis, mais qu'on n'a pas encore ici. Comme ça, la maladie de Malpec, ça a affecté nos huîtres dans les années 60. C'était une nouvelle maladie qui a été introduite, qui a détruit 99 % des stocks. Il y a d'autres maladies avec des taux de mortalité similaires qui existent au sud.
nos huîtres sont naïves à ces maladies-là, comme ça. Si ça vient être introduit puis à se transférer, ça pourrait causer des gros dégâts. Avec tout le transport maritime qui se fait à cette heure, c'est de plus en plus probable qu'on a une maladie qui vient d'ailleurs, qui vient s'installer ici. Ça fait ça, il faut être prêt à ça. Les changements climatiques, tout de suite, vont nous impacter. C'est encore une industrie qui a énormément de potentiel sur presque tout, dans tous les sens. Les baies, on a encore beaucoup de capacité à grossir. Aussi, avec l'amélioration de nos huîtres, on peut rendre nos engins, nos sites existants plus productifs. Les huîtres, parce que c'est un élevage qui a un impact environnemental très minime, c'est quelque chose qui colle bien dans les valeurs, dans nos valeurs puis dans les valeurs du jour. Je suis sûr que cette tendance-là va juste augmenter dans le futur. Il y a un potentiel de créer des entreprises privées, petites et moyennes et grandes, mais je pense qu'à la longue, les grosses entreprises qui sont capables de gérer beaucoup de stuff vont prendre ces petites entreprises-là. Ce qui n'est pas mauvais non plus parce que finalement, la production va rester là, on va probablement continuer de croître. Ah ben nous autres, on est encore jeunes, puis on a des enfants, on a une 4e génération qu'on espère va prendre la relève. Nous autres, on souhaite continuer notre développement, puis on n'a pas fini nous autres non plus.